Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je remercie beaucoup le CRD de m'avoir invité à prendre part à cette conférence. Quand Oumou m'a contacté, qu'elle m'a parlé de la thématique, quelles alternatives économiques, sociales et politiques pour réduire les inégalités sociales et permettre le développement en Afrique, je me suis dit, oula, c'est tout un programme et je pense que c'est une question qui peut nous animer tous. Et pour en parler, j'ai voulu faire un focus sur quel leadership pour l'Afrique que nous voulons. Parce que pour répondre à cette question d'alternatives économiques, sociales, politiques, comment réduire les inégalités, comment permettre le développement de l'Afrique, à cela tient du leadership. Quand on dit le mot leadership, très souvent on pense tout de suite à la personne qui est devant ou au groupe de personnes qui est devant, avec les autres derrière qui sont des suiveurs. Il faut forcément des leaders et des suiveurs. Et d'ailleurs, ça crée des fois des tensions quand des jeunes se mettent devant en disant « nous sommes des jeunes leaders » parce que les autres pensent tout de suite que forcément cela signifie qu'ils sont des suiveurs. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie d'alimenter mon propos en disant que quand on dit leadership, ce n'est pas dire qu'il y a un bloc de leaders et un bloc de suiveurs. Chacun à son niveau a un rôle de leadership à jouer. Pour qu'il y ait une locomotive devant avec des décideurs qui fassent avancer un train, c'est que les wagons derrière se mettent en mouvement. Si la masse derrière ne prend pas de son leadership, chacun à son niveau pour faire avancer les choses, on restera stagnant. Donc on a besoin d'être une force, d'avancer tous ensemble. Donc quel leadership pour l'Afrique que nous voulons? Si je pose la question du mot Afrique, qu'est-ce que ça nous évoque? Je pense que chacun dans la salle a une histoire, que ce soit positif ou négatif, des espoirs, des frustrations qui sont liées à ce mot Afrique. Et l'Afrique que nous voulons, chacun a son image aussi de cette Afrique que nous voulons. Et moi, l'Afrique que je veux, je pense, tient à 3 facteurs clés. L'Afrique que je veux, c'est une Afrique intégrée régionalement, c'est une Afrique qui crée de la richesse, et c'est aussi une Afrique qui partage cette richesse. Et je pense qu'il faut ces 3 facteurs clés pour que nous puissions effectivement réduire les inégalités sur ce continent, développer ce continent et justement arrêter cette hémorragie que nous constatons et dont on parlait tout à l'heure et toutes ces tragédies que nous voyons. Alors créer un bloc régional, je me souviens de ce discours très poignant de Patrice Lumumba, je vous invite d'ailleurs à le lire, c'était je crois au lendemain de l'indépendance du Congo, il était au Nigeria, il a fait un discours et dans ce discours, il disait notamment que les Africains doivent se battre pour éviter cette barrière linguistique qui nous sépare, les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, en 2017, c'est une réalité sur ce continent. On a une Afrique à 2 vitesses, une Afrique anglophone et une Afrique francophone. Et moi, je pense fortement qu'au-delà des États-nations que nous essayons parfois désespérément de construire, nos blocs régionaux seront forcément une réelle force pour nous. Et pour construire ces blocs régionaux, il faut non seulement aller au-delà de nos frontières, ces frontières qui existent de pays à pays, mais il faut aussi qu'on casse ces barrières linguistiques qui existent, notamment entre Afrique anglophone et Afrique francophone. Il nous faut également lever toutes ces barrières liées aux infrastructures. Faites Bamako-Paris aujourd'hui, ça vous prend 5 heures en vol direct. Essayez Bamako-Maputo. Maputo, c'est où déjà? Essayez Bamako-Maputo et je pense que le périple sera beaucoup plus compliqué. Donc il nous faut casser ces barrières d'infrastructures sur ce continent pour que ce continent soit tourné sur lui-même et qu'on arrête justement d'avoir un continent où on quitte toujours l'Afrique pour aller ailleurs, c'est-à-dire l'Europe, les Amériques, etc. Que enfin les Africains aient cette possibilité, cette facilité, cette latitude de se mouvoir d'un point A à un point B sur le continent d'est-en-ouest, du nord au sud, etc. À cela tient également de briser nos barrières administratives. Aujourd'hui, il est plus facile pour un Américain de voyager sur le continent africain que pour n'importe quel autre Africain. On a besoin de visa pour aller partout, même dans les zones qui sont réputées avoir une libre circulation des biens et des services. Quand on est en avion, ça va, mais quand on est sur la route, essayez de faire Bamako-Abidjan, vous verrez tout de suite que la douane existe et que vous êtes arrêté partout pour payer des droits de passage, etc. Donc il faut que ce soit une réalité, le fait de briser toutes ces barrières-là. Construire ce bloc régional,
Ça répond aussi à l'exemple qu'on voit ailleurs qui fonctionne. En Asie, on a des blocs régionaux qui marchent très bien. En Europe, l'Union européenne aujourd'hui, c'est une réalité, ne serait-ce que l'espace Schengen qui fonctionne en termes de liberté de circulation. À cela tient également la paix, parce que plus on marche, on circule, plus on va les uns vers les autres, plus on se connaît, moins on a peur de l'autre, parce que l'autre n'est plus un inconnu. Plus on s'apprivoise, plus nous commerçons ensemble, plus nous développons nos business ensemble, etc. Et plus nous créons la paix dans nos esprits. Parce que la guerre vient de la méfiance qu'on a de l'autre. D'ailleurs, en 2013, quand nous, on a lancé cette initiative I Hope Week, on était parti d'un constat très clair. On est sur un continent qui s'appelle l'Afrique, où on a 54 États, avec beaucoup de ces États qui ont des histoires magnifiques, qui aujourd'hui nous donnent de l'espoir, où des choses réelles se passent, et il ne faut pas aller chercher très loin. Donc on s'est dit, il faut absolument que nous incitions les jeunes Africains à voyager dans ces pays-là, à voir ce qui se passe dans ces pays-là, à s'inspirer de ces modèles-là, à créer l'espoir en nous et à partager cela. Africa Inspires Africa, c'est-à-dire l'Afrique qui inspire l'Afrique. On est parti au Rwanda, on a fait cette initiative, tout le monde était émerveillé des Homegrown Solutions du Rwanda, qui sont partis vraiment de leurs valeurs culturelles ancestrales sur lesquelles ils se reposent aujourd'hui pour construire leur démocratie, pour construire la citoyenneté, la gouvernance, etc. Et on a pris les Umuganda Africa de là-bas en disant tous les derniers samedis du mois, chaque Africain, où qu'il vive, peut sortir et faire ce travail communautaire. Et à côté de cela, nous pouvons échanger, partager nos points de vue, parler des problématiques de la cité, la communauté dans laquelle nous vivons, et trouver des solutions communes à nos problèmes. Ensuite, au-delà de la région, je pense qu'il faut aussi, en tant que jeunes Africains, cette fois-ci je nous interpelle, regarder ce continent comme un tout. C'est vrai qu'il y a des différences sur le continent. Quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud aura une culture différente de quelqu'un qui vient d'Éthiopie, qui aura une culture différente de quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, etc. Mais remarquez que d'un point de vue business, d'un point de vue économique, l'Afrique est vue comme un bloc. Les Chinois, quand ils viennent, ils disent pas on va en Afrique de l'Ouest, on va en Afrique du Sud, on va en Afrique de l'Est. Ils voient l'Afrique comme une terre d'opportunité. Les Indiens, quand ils viennent, c'est une terre d'opportunité. Alors pourquoi nous, Africains, quand nous finissons nos études, je dis, ah, je suis sénégalaise, je rentre, il faut que j'aille à Dakar. Ah, je suis malienne, je rentre, il faut que j'aille à Bamako. Pourquoi le jeune ivoirien ne pourrait pas très bien aller travailler au Kenya? Pourquoi le jeune Kenyan ne pourrait pas très bien aller développer son business en Éthiopie, encore c'est très proche, ou aller complètement de l'autre côté, au Nigeria ou ailleurs? Il faut qu'on casse ces barrières-là dans nos têtes. Il faut qu'enfin nous saisissions l'importance de l'opportunité, de la terre d'opportunité qu'est ce continent, qu'est l'Afrique aujourd'hui, et que enfin nous puissions nous mouvoir comme nous voulons et le prendre vraiment comme les autres le prennent. Et cela me ramène à mon deuxième point, c'est que dans cette Afrique que nous voulons, dans cette Afrique que je veux, il faut que ce soit un continent où il y a de la richesse qui est créée. Qu'on arrête enfin d'être les consommateurs du monde. Nous sommes aujourd'hui le continent le plus jeune. Quand on s'habille, on veut s'habiller avec des habits qui viennent d'ailleurs. Quand nous parlons, nous voulons avoir des façons de faire qui viennent d'ailleurs. Nous oublions toutes nos valeurs, nous oublions toute notre richesse locale et qu'il faut absolument transformer. L'artisanat aujourd'hui doit être transformé. Notre agriculture, nous avons quand même 70% de la population qui vit en zone rurale. L'agriculture est quand même quelque chose de très important sur ce continent. Plutôt que d'être uniquement dans la consommation brute, pourquoi nous ne travaillons pas encore plus la transformation? Ça, c'est de l'agriculture dont je parle. Et l'industrie dans tout ça. Aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous sommes des consommateurs à l'échelle industrielle. Je parlais tout à l'heure du cas de la Guinée-Conakry. Vous prenez la bauxite brute sur les marchés, ça vaut 25 $. Il suffit de le transformer en aluminium, ça vaut tout de suite 1 000 $. Imaginez si ce pays crée des industries pour transformer localement, quelle richesse elle crée, combien d'emplois elle crée, combien de jeunes elle sauve du chemin de l'immigration et du désespoir, etc. Donc il faut absolument que nous créions des richesses sur ce continent, que nous transformions et que nous renforcions notre industrie. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on ait de complexe à créer nos champions locaux et régionaux. Aux États-Unis, tout le monde connaît les grandes familles, les Rockefeller and so on. Aujourd'hui, leurs noms limites disparaissent, mais les industries, les grandes entreprises qui sont créées aujourd'hui vivent.
Il faut qu'en Afrique, nous ayons ça aussi. Quand on dit grands industriels, grandes entreprises structurées, qui aujourd'hui, si le fondateur meurt, nous sommes sûrs que l'entreprise continuera. Il n'y en a pas des masses. Hein. Quand on vous dit, citez-moi dans la salle un grand industriel, tout le monde va dire Aliko Dangote, ok. Tout le monde va dire Tony Elumelu. D'ailleurs, ça commence à faire beaucoup de Nigérians. Sortons du Nigeria, sortons du bloc anglophone, nous arrivons chez nous les francophones, qui est-ce qu'il y a? Bon, peut-être Yerimso, peut-être Samba Batili. Il faut qu'on construise ces gens-là, qu'on les renforce. Et il faut aussi qu'on se donne les moyens de structurer toutes ces entreprises-là pour que ce soit des vrais conglomérats structurés qui tiennent la route. Ça, je parle des entreprises, mais à l'échelle des États, c'est pareil. Il faut qu'on arrête d'avoir la peur panique du dirigeant qui meurt subitement ou d'avoir la peur panique du dirigeant qui quitte le pouvoir. Il faut des institutions fortes, des institutions non seulement privées, mais également publiques, qui fassent que c'est tellement bien structuré qu'on sait l'étape suivante, qu'est-ce que c'est. Notre plan de continuité d'activité des États, il faut que nous sachions construire cela. Et bien sûr, une fois qu'on a créé de la richesse, une fois que nous sommes intégrés, que nous circulons, etc., il faut réduire les inégalités. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un continent où, bon, c'est pas que l'Afrique d'ailleurs, hein, c'est le monde qui est comme ça, la grande majorité de la richesse est entre les mains d'une minorité. Comment faire justement pour repartir cette richesse-là? Comment faire pour que le fils du paysan ait les mêmes chances aujourd'hui d'accéder aux mêmes études que le fils du président ou le fils du ministre? Ça, c'est la question aussi que nos dirigeants doivent se poser, mais la question que nous aussi, en tant que citoyens africains, nous devons nous poser. Donc, ce partage de richesse part aussi des mécanismes de transfert de richesse. Donc, je parlais tout à l'heure de structurer nos entreprises, structurer nos États, mais ça demande aussi de la vision, de la perspective, de la méthode. Ça demande aussi de la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance, malheureusement, ce n'est pas que le fait des dirigeants, parce que très souvent, quand on parle de gouvernance, on tape toujours sur les dirigeants, c'est normal, parce qu'ils sont comptables, mais à côté de cela, les premiers comptables, c'est nous, en tant que citoyens, pour participer à cette bonne gouvernance. Il faut évidemment que sur ce continent, nous diversifions nos sources de richesse, qu'on arrête d'être dépendant du pétrole quand on est au Nigeria, qu'on arrête d'être dépendant uniquement du cours des matières premières, de l'or par exemple pour le Mali, etc. Que nous sachions développer nos industries, que nous développions le tourisme, que nous montrions effectivement qu'il y a d'autres sources de richesse capables d'être exploitées. Donc tout ceci tient évidemment, comme je le disais, à notre leadership à chacun. Quel leadership pour construire cette Afrique que nous voulons. J'espère qu'au sortir de cette salle, on se posera tous cette question. Pas uniquement le leadership de nos dirigeants, mais chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire cette Afrique de nos rêves, cette Afrique que nous voulons vivre. Nous ne voulons pas forcément attendre que ce soit le tour de nos enfants et de nos petits-enfants. Comment est-ce que nous agissons au quotidien? Comment est-ce que nous interpellons nos dirigeants? Mais comment est-ce que nous-mêmes, à notre niveau, nous montrons l'exemple? On laissera les interventions, les discussions pour que chacun, peut-être ici, nous dise un peu quelle est l'Afrique qu'il veut, quelle est l'Afrique de ses rêves et comment est-ce qu'on se met en ordre de marche dès aujourd'hui pour y parvenir. Merci. Merci. Des questions? Des commentaires? Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est une très très bonne question, une très belle intervention et très pertinent. Et ça tombe à pic vu l'actualité, vu la situation sécuritaire sur ce continent. Il y a quelques jours, il y a eu le forum pour la paix et la sécurité à Dakar. Je vous invite tous à réécouter ce que Idriss Déby Itno a dit à cette occasion. Quand il a parlé de la manière dont Kadhafi a été renversé, a été assassiné, du déséquilibre que cela a créé sur ce continent, des conséquences que nous vivons aujourd'hui, il a abordé de manière très forte, très ironique, mais en même temps assez poignante. Je vous invite vraiment à réécouter cela. Et vous regarderez aussi qui était le modérateur de cette conférence et vous comprendrez aussi beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en lien avec cette actualité. Bien sûr que nous sommes dans un monde sans pitié. Bien sûr que nous sommes dans une situation géopolitique et géostratégique sur ce continent africain qui est aujourd'hui le réservoir du monde, qui est aujourd'hui la source de matières premières du monde, qui est aujourd'hui même la source de main-d'œuvre
pour le monde, parce que c'est le continent le plus jeune, le continent où il y a le plus de consommateurs potentiels, et le continent où il y a le plus d'enjeux, où il y a de la perspective, où il y a du développement à venir, où il y a des possibilités de croissance, etc. Donc c'est au cœur de toutes les convoitises, on ne nous fera pas de cadeaux. Et la réponse viendra de qui? Certes, la difficulté qu'on a, c'est de se dire comment est-ce que nous répondons à toutes ces forces. Oui, la pression est très forte. On va avoir des pays où il y a de la stabilité pendant quelques années. Il suffit qu'on arme une rébellion au nord ou qu'on arme une rébellion au sud ou qu'on fasse tuer des personnes peut-être qui défendent, etc. Très rapidement, nous nous retrouvons dans un déséquilibre. Comment est-ce qu'on résiste à cela? On résiste à cela en étant unis. On résiste à cela en trouvant nous-mêmes nos solutions. Ça prend du leadership, encore une fois, de nos dirigeants. L'Union africaine a son rôle à jouer. Les dirigeants africains, chacun à leur niveau, a leur rôle à jouer. Et j'aime beaucoup renvoyer les gens vers le Rwanda. Je regarde Kagame aujourd'hui. On lui jette la pierre, on l'insulte, on dit ce qu'on veut. Mais il est respecté. Je suis très pressé d'ailleurs qu'il prenne la tête de l'Union africaine en 2018. Avec toutes les réformes institutionnelles qu'il veut mettre en place, nous allons voir ce que ça va donner. Oui, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de cruauté autour de ces sujets-là. Mais très clairement, ça prendra du leadership des Africains. Et ça prendra de la manière dont nous nous positionnons, encore une fois, vis-à-vis de nos anciens colons. Si nous continuons à aller demander la permission aux gens pour se faire élire, ben forcément, on sera toujours dans ces situations-là. Donc la question sécuritaire, la question géopolitique, géostratégique, elle est au cœur de tout. Et tout ce que je viens de dire ne tient que si l'hypothèse de la paix et de la sécurité est là. On ne parlera d'intégration, de voyage, de leadership, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est parce qu'on est en paix et on est en stabilité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, on n'est pas en sécurité et qu'on a des bombes sur nos têtes, on aura d'autres préoccupations très rapidement. Donc, je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de travail, mais ça tient beaucoup du leadership de nos dirigeants. Et ça, j'y crois fort et je sais qu'on peut y arriver quand on regarde des dirigeants qui s'affirment, des dirigeants qui ne demandent pas la permission. Et nous aussi, on a notre rôle à jouer, ne serait-ce qu'en ayant ce genre de conversation et en justement nous construisant comme des futurs leaders, même du présent, et en trouvant des réflexions et des stratégies pour sortir de ça. Merci. En fait, quand je parlais effectivement de la création de richesse, la création de richesse, ce n'est pas une affaire des États. La création des richesses, c'est une affaire des industries, c'est une affaire des entreprises, c'est le secteur privé. Le rôle de l'État, justement, c'est de donner le cadre qu'il faut pour que les gens puissent développer leur entreprise en toute sérénité, être sûr, comme vous venez de le dire, de payer des impôts qui vont servir la communauté. Pour prendre l'exemple de ces dames-là, moi je ne dirais pas qu'elles ne contribuent pas au développement du pays, puisque l'argent qu'elles vont produire va servir à payer les frais de scolarité de leurs enfants, à nourrir leur famille. Elles contribuent en quelque sorte. Mais ce qu'il faut, c'est justement renforcer l'organisation, la gouvernance que nous avons au niveau de nos États pour qu'elles puissent effectivement s'épanouir dans leurs entreprises et aller à l'étape suivante. Plutôt que de rester dans du business, on va dire, de subsistance, qu'elles puissent réellement passer à l'étape suivante, créer des grandes entreprises structurées, embaucher du monde, qu'on sorte de l'informel. Et ça demande du leadership des États. Donc on est vraiment dans une situation où il faut l'engagement de chacun. Chacun à son niveau a son rôle à jouer. Et c'est vraiment ça que je voulais pointer en fait, en disant, on a les dirigeants, ils ont leur rôle à jouer, nous aussi nous avons notre rôle à jouer. Et sur la question de la création de richesse, très clairement, c'est le secteur privé. Et le secteur privé ne pourra remplir son rôle que si effectivement l'État aussi joue son rôle de créer ce cadre.